Ravi de vous accueillir et de voir l'intérêt que vous portez pour cette thématique, hein. On est à peu près 70 en ligne tout de suite et je pense qu'on attend encore une bonne vingtaine ou trentaine de participants. On a un public assez varié, beaucoup de collectivités, quelques professionnels et puis des collègues d'autres syndicats que je vais saluer au passage. Voilà, donc un webinaire, c'est aussi pour nous une nouvelle façon de garder la proximité avec vous dans un contexte qui est voilà, un peu compliqué. Et puis c'est l'occasion de faire connaissance puisqu'on a beaucoup de nouveaux élus et que voilà, comme les réunions sont un petit peu moins nombreuses, avec ce nouvel outil, on va tenter de partager avec vous, on va dire, voilà, les thématiques qui sont chères au syndicat et la manière dont on peut vous accompagner. Voilà, donc quelques règles concernant ce webinaire, hein. C'est un format un peu particulier. Comme vous avez pu le constater, vos micros et webcams sont coupés. Alors ça nous empêchera pas, bien sûr, d'échanger, hein. Si vous le souhaitez, vous avez dans le bas de votre écran un petit onglet questions et réponses. On essaiera de faire un maximum pour répondre à toutes vos questions au cours du webinaire. Et puis surtout, ne soyez pas frustrés, hein. Si on n'a pas le temps, vous aurez nos coordonnées en fin de réunion et on pourra reprendre contact pour échanger. Pour ceux qui le souhaiteraient aussi, le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du syndicat et je pense aussi à partir du site du SDEC dans quelques jours. Voilà, donc un webinaire qui va se faire en 3 parties avec différents intervenants, hein, que je vais remercier dès maintenant pour leur participation et leur contribution. Donc, on aura Jérémy Bredin, donc, qui est adjoint du service énergie au syndicat et qui est particulièrement en charge du développement des projets photovoltaïques. Hein. Bonjour et merci Jérémy. Bonjour à tous. Et puis donc on aura Jean Pavy qui est le directeur général des services de la commune de Val d'Alière, donc une commune nouvelle du bocage virois d'environ 6 000 habitants, une collectivité exemplaire dans, on va dire, le domaine de la transition énergétique et particulièrement de la production d'énergie renouvelable. Production de chaleur et aussi pour ce qui nous concerne aujourd'hui, production d'électricité. Donc bonjour Jean et merci de ta contribution. Voilà, bah, écoutez, on va pouvoir commencer assez rapidement. Alors avant d'entamer la première partie, on va commencer par 2 petits sondages qui vont nous permettre aussi voilà, de jauger un petit peu de votre connaissance et puis de vos motivations pour ce sujet. Donc avec un premier sondage qui va plutôt être tourné sur, pour vous, quels sont les principaux avantages du photovoltaïque. Donc, je vais laisser ma collègue Sandrine vous lancer le sondage. Vous allez pouvoir y répondre. Alors, il y a un choix possible. Alors, voilà, hein, il y a plusieurs bonnes raisons, mais on va vous demander d'en choisir un seul. Le petit sondage devrait arriver dans très peu de temps. Ah, voilà. Alors, pour vous, quel est le principal avantage de l'électricité photovoltaïque? Donc, un seul choix, hein, question d'acceptabilité, la rentabilité, est-ce que c'est facile à déployer, la fiabilité de la technologie, son coût qui vous paraît raisonnable, ou encore tout simplement parce que c'est une énergie renouvelable. Voilà, les votes sont ouverts, vous pouvez cliquer et soumettre votre position. On va laisser encore quelques secondes le temps à chacun de faire son choix. Alors on est 77, je ne sais pas combien ont voté. Voilà, donc on va voir les résultats. Ok, donc vous voyez la grande majorité, l'intérêt porté, on va dire, au photovoltaïque
et plutôt du fait que ce soit une énergie renouvelable à 82%. Voilà, on retrouve quand même quelques votes concernant la fiabilité de la technologie qui est éprouvée. Le fait que ce soit a priori assez facile à déployer, la rentabilité, et puis un petit peu d'acceptabilité, mais on voit bien que la principale motivation, c'est plutôt voilà, le fait de pouvoir exploiter une source d'énergie renouvelable. Ok, donc c'est une information intéressante. Et puis un dernier petit sondage avant d'entamer la première partie. Là, c'est plutôt sur l'inconvénient principal pour vous. Donc, quand on veut développer un projet photovoltaïque, voilà, quel est le principal frein à votre avis? Donc, vous retrouvez plusieurs possibilités. On va vous demander de faire un seul choix aussi. Donc, vous avez le coût, le fait que ce soit polluant éventuellement à la fabrication, compliqué à recycler, le fait que pour ceux qui sont normands ou en tout cas dans le département du Calvados, il n'y ait pas assez de soleil, un manque de fiabilité ou un problème d'esthétisme aussi qu'on peut parfois rencontrer. Voilà, donc là vous avez le résultat qui s'affiche. Donc on a à 42% des freins qui sont plutôt liés, on va dire, à la fabrication et au recyclage des panneaux. Donc ça tombe bien, on va en parler un petit peu après. Le coût aussi pour certains, voilà. Et puis on trouve dans une moindre mesure les problèmes d'esthétisme, du manque de soleil dans le département, et puis en toute fin, la fiabilité. Ok. Bah, écoutez, voilà, je vous remercie en tout cas de votre contribution pour ces deux petits sondages qui vont nous permettre d'introduire cette première partie sur les généralités et les idées reçues sur le photovoltaïque. Et je vais laisser la parole à Jérémy pour vous présenter le début de cette partie. Merci Alban, bonjour à tous. Merci de votre participation et de votre disponibilité. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les généralités sur l'électricité photovoltaïque. Donc, tout d'abord, un petit rappel des principes de fonctionnement hein, qui sont bien connus, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Donc, très clairement, le soleil, par une journée ensoleillée ou même une journée un petit peu ombragée, hein, va envoyer sa luminosité sur les panneaux. Les panneaux, par l'intermédiaire du silicium, qui est un semi-conducteur, va produire de l'électricité en courant continu. Ce courant continu va être transformé par l'onduleur en courant alternatif. Une fois transformé en courant alternatif, il peut être utilisé pour ses propres besoins, donc sur sa maison, quand on est par exemple en autoconsommation, ou soit il peut être revendu sur le réseau avec un compteur qui est dédié à l'injection. Alors, les intérêts du photovoltaïque sont plutôt nombreux. On va pouvoir parler tout d'abord des diminutions des coûts de fonctionnement. Donc, les factures du site en autoconsommation vont être allégées. Alors, on va alléger ces factures de manière significative à mi-saison, printemps, automne, mais aussi de manière assez prégnante sur les mois d'été, juin, juillet, août, où là, on va avoir vraiment le maximum de production. Donc, c'est intéressant de voir que la facture peut être réduite de manière très significative, notamment pour un logement. Ensuite, on va permettre aussi de diminuer des coûts de réfection de toiture. On va en parler tout à l'heure, hein, mais ça vient directement donner des économies au projet. S'il y a besoin de refaire un pan de toiture qui est par chance bien exposé sur une surface conséquente, eh ben, c'est des économies qu'on n'aurait pas eu à avoir par la suite. Enfin, c'est une énergie plutôt facilement déployable, dont le gisement est infini, la maintenance plutôt limitée, et on se protège aussi de toute inflation du prix des énergies dans les années à venir. Alors, c'est aussi un bon moyen d'engager son territoire dans la transition énergétique. C'est plutôt une solution qui est bien acceptée également par les administrés, une solution qui est fiable, éprouvée et qui a fait ses preuves, hein. Maintenant, les panneaux, on a un recul sur 25 à 30 ans et on voit que c'est plutôt une technologie éprouvée. Et enfin, c'est important de rappeler aussi que sur l'argument du coût, eh bien, le prix des panneaux a beaucoup baissé. On va le voir tout à l'heure sur un petit graphique.
Enfin, pour des bâtiments d'après-guerre, ça peut être un bon moyen de les rénover. Souvent, on a construit après la guerre des bâtiments avec une charpente plutôt solide. Donc, pour des bâtiments qui ne sont pas classés, ça peut être une bonne opportunité de travaux. Et enfin, pour rendre son bâtiment exemplaire et améliorer l'image auprès du grand public, c'est un bon moyen de valoriser son patrimoine et de montrer à ses habitants que c'est possible de le faire sur ces bâtiments communaux avant de leur donner la bonne idée de le faire chez eux. On va vous dresser avec Alban quelques idées reçues pour déjà dresser un petit peu le contexte et puis éventuellement lever certains doutes que vous pourriez avoir sur cette technologie. Merci Jérémy. Donc effectivement, hein, le petit sondage de début n'était pas anodin. On va retrouver les principales critiques qui sont posées sur cette technologie. Donc la première, c'est souvent d'entendre que le photovoltaïque, ça coûte cher. Vous allez voir qu'effectivement, si c'était vrai il y a quelques années, on voit bien, donc vous avez ici un graphique avec la courbe qui est en orange, qui vous montre la progression, on va dire, du prix des panneaux sur les 10 dernières années. Voilà, on voit que ces prix ont quand même largement baissé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des tarifs qui restent, ma foi, intéressants et assez compétitifs par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelable. Donc voilà, on a, pour vous donner quelques idées, sur des projets moyens de l'ordre de 36 kW crête, des coûts au watt crête qui sont de l'ordre d'1,50 €, ce qui nous ramène au mètre carré à de l'ordre de 225 € par mètre carré. Voilà, une moyenne pour des projets de taille moyenne qu'on va retrouver sur les bâtiments publics. Donc voilà, des prix qui ont quand même fortement baissé. On a une deuxième idée reçue qui est liée à la provenance des panneaux, hein, et on a aussi souvent la remarque qui consiste à dire que ces panneaux sont plutôt fabriqués, on va dire, en Asie. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a une partie, on va dire, des composants, on va dire, du panneau qui vient souvent d'Asie, hein, c'est la cellule photovoltaïque, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi des filières qui se mettent en place sur l'assemblage des panneaux, des filières européennes, françaises, et puis parfois plus locales, hein. On en avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps en Normandie. Il en existe en Bretagne. Donc voilà, on a aussi de l'assemblage de panneaux qui se fait au niveau local. Donc il y a des filières aussi qui se mettent en place. Une troisième idée reçue peut être le fait que le photovoltaïque ne fonctionne pas sous nos latitudes normandes. Alors on dit qu'en Normandie, il fait beau plusieurs fois par jour, mais ce qui va vraiment nous intéresser dans le photovoltaïque, c'est la luminosité et non pas la chaleur. Donc on voit qu'on a un potentiel qui est plutôt intéressant en Normandie, même si c'est vrai qu'il est moindre qu'autour du pourtour méditerranéen. C'est important de noter aussi qu'on a un meilleur gisement, un meilleur potentiel que nos voisins allemands ou européens ou encore britanniques, qui ont tendance à déployer cette technologie. Alors plutôt en autoconsommation parce que le prix d'achat de l'électricité sur le réseau n'est pas le même, mais malgré tout, on a un potentiel en Normandie qui est loin d'être négligeable et qui est plutôt intéressant. Alors juste pour faire un petit focus sur la meilleure installation, hein, que ce soit en Normandie ou partout en France métropolitaine, la meilleure installation, ça va être bien sûr d'avoir une toiture plein sud à 30 degrés. Alors attention, souvent les architectes parlent en pourcents, nous on parle en degrés plutôt. Vous voyez ici les meilleurs projets. Alors ça ne veut pas dire qu'il faudra complètement s'interdire d'installer des panneaux est-ouest, mais on sera du coup sur des toits qui seront plutôt plats pour essayer de capter le maximum d'énergie. Alors nos amis scandinaves ont tendance à le mettre en façade, mais c'est parce qu'ils ont eux un soleil un petit peu plus rasant. Mais chez nous, c'est quand même une perte qui est loin d'être négligeable en le posant à 90 degrés. Voilà donc les meilleures configurations, plein sud. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se focaliser là-dessus. Après, on a des pertes qui sont de quelques pourcents, hein, mais qui restent intéressantes. Une petite particularité aussi, c'est sur les toits plats. Donc, en posant des panneaux à plat, on observe des phénomènes de salissure et on a des problèmes de nettoyage, d'évacuation d'eau pluviale ou même de sable, hein, à proximité des chantiers, sans compter l'air marin ou le guano près de la mer. Donc, on a tendance plutôt à éviter de les poser à plat. Ça engendre sinon un nettoyage un petit peu plus fréquent. Voilà. Une quatrième idée reçue est celle de la fragilité du panneau. Alors, c'est
Une idée reçue qui est vraie et fausse parce que le panneau en lui-même est conçu pour résister et supporter des conditions climatiques plutôt rigoureuses, hein. Il va avoir des différences de température de plus de 30 degrés entre l'hiver et l'été. Il va geler, enfin, il va être soumis à de rudes intempéries, mais malgré tout, il va résister. En revanche, c'est vrai qu'on va éviter de marcher dessus, hein. On va créer sinon des micro-fissures qui ne vont pas forcément se voir à l'œil nu, mais qui vont venir abîmer cette cellule en silicium et du coup qui peut dégrader son rendement. Donc on évite de marcher dessus, mais sinon c'est un panneau qui est plutôt résistant. Certains panneaux ont même 2 couches de verre, donc de verre trempé, donc le panneau est malgré tout résistant. Une cinquième idée reçue est celle de la pollution induite par la production des panneaux. Alors, il faut noter que le panneau, dans son cycle de vie, il a consommé de l'énergie, bien sûr, pour être fabriqué, mais en termes de fonctionnement, il n'émet aucun CO2, aucune émission de particules fines, aucun bruit. Donc, c'est quand même une solution intéressante à déployer. On va considérer qu'entre 2 et 4 ans, il aura remboursé l'énergie qu'il aura fallu pour le produire. Il l'aura complètement fabriqué lui-même, donc injecté sur le réseau. Donc, il aura, entre guillemets, compensé sa dette carbone. Et tout au long de son cycle de vie, il va produire 10 à 15 fois plus d'électricité qu'il en aura fallu pour sa construction. Donc finalement, c'est quand même un élément important à avoir à l'idée. Après, en termes de recyclabilité, c'est important de voir que finalement, le panneau, il n'utilise pas de terres rares, donc pas de conflit géopolitique sur la ressource à proprement parler, hein. On parle du silicium, qui est un élément très abondant sur Terre. Vous envoyez une petite image ici, hein, de silicium raffiné, purifié, et qui va servir à fabriquer des cellules. Tout à l'heure, ce qu'on voyait d'incandescent, c'était la fabrication du barreau, en fait, qui sert à fabriquer ces cellules. Et maintenant, une filière s'est structurée au travers de l'association PV Cycle. Les professionnels permettent de recycler les panneaux en déchetterie spécialisée. Et ça les intéresse tout bonnement parce qu'en fait, ils disposent ainsi d'un silicium prêt à être utilisé dans la fabrication de nouveaux panneaux. Voilà, en termes de recyclable, bah, c'est plutôt un bon élève, hein. Le photovoltaïque, le panneau est recyclable à 85%. C'est de l'aluminium, du verre, du silicium, et ce taux va encore progresser dans les années à venir, hein. Le verre, on peut le recycler à l'infini. L'aluminium, on en fait des boîtes de conserve ou des voitures. C'est juste en fait les composés plastiques qui permettent de faire l'isolation des câblages et du cadre en aluminium qu'il est difficile de recycler. C'est ce qu'on appelle l'EVA. Voilà. Mais à part ce polymère, le reste du panneau se recycle plutôt bien, y compris les conducteurs, hein, en aluminium ou en argent, qui transpercent ces cellules et qui collectent les électrons. Merci Jérémy. Donc voilà, pourquoi se lancer dans un projet? Alors on va voir en gros deux hypothèses. La première, c'est la rénovation. Donc il est intéressant de se poser la question du photovoltaïque quand on a des travaux de rénovation et notamment des travaux de rénovation de toiture. Donc là, bien évidemment, on aura un certain nombre de vérifications, de prérequis, on va dire, techniques qu'il faudra s'assurer, hein. Est-ce que j'ai une surface suffisante? Quelle est l'exposition de mon bâtiment? L'absence de masques, notamment d'arbres ou d'ombres portées, ou encore la présence d'amiante qui peut, on va dire, plomber assez facilement l'équilibre d'un projet. Donc on va vérifier tout ça, mais voilà, on va dire que bien souvent, la rénovation se prête assez facilement à l'intégration de projets photovoltaïques. Voilà. Ce qui fait que vous avez effectivement une baisse, on va dire, du coût de vos travaux de rénovation, dans le sens où, en installant votre toiture photovoltaïque, vous allez pouvoir déduire du coût de l'installation ce que vous auriez de toute façon dépensé en mettant que ce soit un bac acier, de l'ardoise ou encore de la tuile. Un point d'attention, c'est la capacité de la charpente à supporter le surpoids qui va être généré par les panneaux. Voilà. Donc ça, c'est voilà, on a aussi des fois des bâtiments qui sont assez anciens, et donc c'est un point qui est quand même important. Et en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, quand on développe un projet photovoltaïque sur un projet de rénovation, on va s'entourer de bureaux d'études, notamment pour s'assurer de la solidité de la structure et valider sa capacité à supporter l'installation photovoltaïque.
L'autre hypothèse, c'est le neuf. Donc là, on va dire que c'est beaucoup plus simple puisque dès l'instant où on va penser, on va dire, le projet photovoltaïque dès la phase de conception du bâtiment, on va pouvoir l'intégrer parfaitement dans le projet et ainsi, je dirais, garantir sa faisabilité et limiter éventuellement aussi les coûts. Hein. Donc s'assurer éventuellement de la pente du bâtiment, prévoir le local technique spécifique pour l'onduleur, s'intéresser au passage de câbles, etc. Voilà, donc sous couvert de, je dirais là encore, de prise en compte des caractéristiques techniques nécessaires, on va pouvoir assez facilement intégrer le photovoltaïque dans les projets neufs. Alors, en termes de solutions techniques, hein, vous le voyez, il en existe de nombreuses hein, qui sont parfois méconnues et voilà, qu'on va ici vous énumérer. Donc, il y a la toiture traditionnelle, ça c'est ce qu'on voit le plus souvent, sur un bac acier, sur de l'ardoise ou encore sur de la tuile. Vous avez les toitures terrasses. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voit régulièrement. En brise-soleil, là on commence à en voir un petit peu moins, mais ça peut permettre à la fois d'avoir une production d'électricité et d'agir, on va dire, sur le confort thermique d'un bâtiment, puisqu'on va venir voilà, empêcher le soleil de venir un petit peu trop taper dans les fenêtres à certaines périodes de l'année. On peut imaginer aussi en façade, même si l'angle est peut-être un peu moins intéressant, mais c'est possible, en garde-corps, etc. Donc il y a de nombreuses solutions techniques qui sont possibles. Et il ne faut rien s'interdire au stade, on va dire, de la réflexion, en pensant qu'éventuellement une installation n'est pas possible. J'ai oublié de parler des ombrières de parking, choses qui sont amenées aussi à se développer de plus en plus et voilà, qui sont intéressantes. Donc là, vous avez quelques images, quelques illustrations, donc là notamment de photovoltaïque en toit terrasse. Donc c'est sur la toiture du syndicat. Voilà, quelques kilowatts-crête de panneaux. Ici, vous retrouvez, c'est encore sur notre syndicat, vous avez un petit zoom, vous voyez, en brise-soleil. Voilà, donc ça s'intègre parfaitement, on va dire, aussi à l'esthétisme extérieur du bâtiment, hein, et ça apporte un certain confort, donc c'est faisable. Vous avez aussi, là encore, à proximité du syndicat, donc à l'extérieur du bâtiment, en ombrière de parking. Donc, on a fait un petit démonstrateur sur 2 places qui vous montre aussi qu'on peut facilement intégrer ce type d'installation. Voilà. Et puis, alors ça, c'est aussi pour montrer côté des fois qui est un peu compliqué sur des bâtiments qui ont un certain cachet ou de culte comme une église, qu'on peut avoir des installations qui s'intègrent mais vraiment parfaitement dans leur environnement, qui sont, j'ai envie de dire, presque à peine visibles et qui permettent là encore, sur un projet comme celui-là où on était en rénovation, d'avoir une production d'électricité intéressante et d'avoir au final un bâtiment qui n'est pas du tout dégradé, on va dire, visuellement. Merci Alban. Alors, je vais vous présenter la valorisation de l'électricité. Donc, une fois qu'on a posé les panneaux, que faire de l'électron qui va être produit? 3 solutions s'offrent aux porteurs de projet. La première, c'est de vendre la totalité de sa production. On va le voir tout à l'heure, à un tarif d'achat donné sur des contrats de 20 ans. Avec EDF ou avec d'autres fournisseurs, c'est possible. On peut aussi consommer une partie de sa production et vendre le surplus. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour des bâtiments qui sont plutôt utilisés l'été. Donc ils vont consommer l'électron qui va être produit sur le toit et en période de fermeture du bâtiment, eh ben, il va tout simplement revendre à un tarif qui se dégrade un petit peu en vente de surplus. Et enfin, on peut autoconsommer la totalité de sa production. Donc là, ça nous invite plutôt à nous attarder sur les besoins du site et à calibrer, dimensionner la taille des panneaux et la taille de l'installation pour justement autoconsommer le juste possible et non pas trop produire. Alors la première étape, c'est la vente totale. Donc un modèle économique qui est bien connu hein, et maîtrisé par notre syndicat depuis 3 ans. Il va dépendre de la taille de l'installation, 9, 36 ou 100 kW-crête, tout simplement parce que le législateur a voulu favoriser plein de petites productions sur le réseau d'électricité pour éviter de le mettre en contrainte et pour que chacun s'approprie la thématique.
Donc, le premier palier entre 3 et 9 kilos est plutôt celui qui est dédié aux particuliers, avec un tarif d'achat pour ce premier trimestre 2021 qui est à 15 centimes. Voilà, donc chaque électron est revendu 15 centimes sur le réseau. On émet une facture à notre fournisseur une fois par an et on touche des recettes chaque année. Deuxième capacité de projet, donc deuxième taille qui va jusqu'à 36 kW crête, où là, même chose, on est plus sur du tertiaire, des salles des fêtes, des mairies ou des petites toitures de cantine, par exemple. Là, l'électron ne sera racheté que 11 centimes 23. Voilà, ces deux premiers projets, 9 et 36, ont l'avantage de payer une taxe sur le réseau. Chaque année, on paye une taxe parce qu'on utilise le réseau en injection. Une taxe qui est plutôt modique, 65 euros par an. Donc voilà, elle ne vient pas mettre en péril le modèle économique du projet. Par conséquent, ça nous amène sur la troisième typologie de projet, donc des projets qui vont jusqu'à 100 kW crête, avec là un électron qui est racheté 9 centimes 76. Voilà, donc pour des plus grosses installations, typiquement des hangars agricoles ou des grandes écoles, des grandes gymnases de collectivités, on va pouvoir aller jusqu'à 100 kW crête et avoir un électron qui sera racheté un peu moins de 10 centimes. Alors, juste pour vous rappeler que le kilowatt crête, sur une taille de 9 kW crête, on est à peu près sur 60 mètres carrés de panneaux, un 36 kW crête autour des 240 mètres carrés de panneaux et un 100 kW crête autour des 660 mètres carrés de panneaux. Voilà, donc ce sont des tailles qui diffèrent et qui imposent donc une taxe et un tarif différent. À noter que dès qu'on dépasse la première tranche, on bascule dans la deuxième. Donc en général, vous ne vous verrez pas fleurir des installations à 10 ou 11 kilos ou 37 ou 38 kilos. On se limitera à la tranche du dessus par souci d'optimisation. Voilà, les tarifs en vente de surplus sont légèrement différents. Ils vont être revus à la baisse en termes de vente de l'électron, mais par contre, on va avoir une prime à l'investissement. Une prime qui va dépendre tout simplement de la taille de l'installation et de sa puissance. Voilà, donc une prime par exemple de 160 euros par kilowatt crête pour une installation inférieure à 36. Et là, un électron qui est revendu sur le réseau, quand il n'est pas autoconsommé sur place, à 6 centimes. Alors, c'est important de voir que quand on autoconsomme, ça dépend le contrat d'électricité qu'on a classiquement sur notre bâtiment. Mais pour un tarif bleu, il faut compter à peu près 14 à 16 centimes du kilowattheure. Et pour un tarif jaune, un petit peu plus. Voilà, donc c'est autant d'énergie qui sera économisée sur les factures printanières ou surtout estivales. Alors, un petit focus sur donc l'autoconsommation. Tout simplement, on va observer un phénomène assez particulier qui s'appelle la parité réseau. Alors, c'est un phénomène qu'on observe déjà dans le sud de la France parce qu'on va tout simplement croiser le prix de l'électricité acheté sur le réseau qui, lui, augmente chaque année de 2 à 5 avec notamment le TURP qui augmente chaque année au mois d'août. Donc, le prix de l'électricité sur le réseau, acheté sur le réseau, augmente chaque année. En revanche, les coûts de production de l'installation photovoltaïque, eux, diminuent. Tout simplement parce que le prix du panneau diminue. Le prix des onduleurs, le véritable cerveau de l'installation, va lui aussi tendance à baisser. Et surtout, la filière va être de plus en plus concurrentielle avec de plus en plus d'installateurs formés et qualifiés. Donc, des coûts de pose de cette technologie qui vont également baisser. Donc, par exemple, dans le sud de la France, on observe déjà cette parité réseau. Il devient aussi intéressant d'avoir sa propre installation de production que d'acheter de l'électricité sur le réseau. Donc, des grandes entreprises comme des supermarchés ont déjà flairé le bon filon et en installent en ombrière de parking, par exemple, pour leurs gros besoins de groupes froids. Voilà, donc ça va se généraliser un petit peu partout en France. C'est déjà le cas en Allemagne où on a un électron qui s'achète autour des 28 à 30 centimes du kilowattheure. Voilà, donc Merci Jérémy. Écoute, peut-être avant de passer au sondage 3, là, on a fait le point, il y a une question de M. Roussel. Est-ce qu'on peut remplacer une toiture en ardoise vétuste par du photovoltaïque uniquement ou bien faut-il quand même une couverture classique dessous? alors, c'est une très bonne question. On peut remplacer l'ardoise par du panneau. On le fait surtout pour des petites tailles parce que c'est un panneau esthétique, plutôt coûteux et qui évite d'avoir une toiture en dessous. Donc, c'est possible pour des petites tailles, c'est ce qu'on fait nous. Pour des plus grandes surfaces, par exemple des projets de plus de 36 kW crête, pour plus de 240 mètres carrés de panneaux, on a tendance quand même à poser une toiture en dessous par souci économique. Mais sinon, le panneau peut réaliser l'étanchéité et la couverture.
Ok, bah écoute, on n'a pas d'autres questions pour le moment, donc on peut éventuellement passer au sondage numéro 3 qui répondra à une remarque d'ailleurs. Ah, si on a une autre question. À quelle distance maximale doit-on se trouver d'un transformateur pour le raccordement? Alors, il n'y a pas de distance maximale. Après, c'est Enedis qui va vous faire payer une facture un peu plus salée. L'idée, c'est vrai que c'est intéressant de voir que les coûts de raccordement peuvent mettre en péril certains gros projets, notamment des agriculteurs qui sont éloignés du réseau. Donc, il n'y a pas vraiment de distance maximale. C'est juste qu'après, vous allez payer un devis de raccordement sur le réseau qui va être coûteux. Alors, c'est vrai que pour des installations conséquentes, ça peut se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, sur des bâtiments en centre-bourg où le maillage électrique est relativement bien fait, on a des coûts de raccordement qui sont seulement autour des 2 000 euros. Ok, alors du coup, voilà, quelques petites questions qui arrivent. Il y en a une autre qui concerne peut-être une idée reçue sur le fait qu'en cas d'incendie du bâtiment, les pompiers ne veulent pas intervenir. Alors, tout à fait, les pompiers, pour se protéger et protéger leurs intervenants, ils vont déclencher l'arrêt d'urgence du bâtiment, donc que ce soit l'arrêt d'urgence en soutirage, donc le bâtiment va être coupé du réseau, et ça va déclencher les protections de l'onduleur qui ne produira plus de courant alternatif. Donc on aura toujours ce courant continu entre le panneau et l'onduleur. Lui, il sera toujours sous tension en journée. Et donc ce bout de câble en courant continu, on le met en gaine coupe-feu, mais malgré tout, les pompiers n'interviennent pas à proximité directe des panneaux. Ok, très bien. Et puis donc alors on a là, ça plutôt une remarque qu'une question qui est le fait qu'il existe des possibilités de location de surface. Donc ça fait pas partie aujourd'hui des modèles, on va dire, économiques qu'on va développer. On est plutôt sur un portage collectivité ou syndicat, hein, ce que vous allez voir après. Mais effectivement, il y a des modèles de location de toiture par des professionnels en fait qui vous proposent, moyennant un loyer, d'utiliser votre toiture pour faire du photovoltaïque. On pourra éventuellement le développer, mais peut-être dans un autre cas que celui-ci. Je- alors, Une dernière question sur la durée de vie d'un panneau, Alban. Ah oui, je alors la durée ne de le vie du vois pas. panneau, c'est également une question qu'on a souvent, hein. La durée de vie du panneau, il faut toujours se méfier de ce que disent les fabricants, mais ils garantissent une productivité à 85% du panneau au bout de 25 ans. Alors c'est déjà bien. On a pu voir en fait que nous, sur notre installation de 2011 au SDEC, les panneaux vieillissent bien, c'est pas trop un souci. En plus, ça ne veut pas dire qu'à la 26e année, vous aurez un trou dans votre toiture. Ça veut dire tout simplement que le panneau méritera peut-être d'être remplacé parce qu'il aura perdu 15% de rendement sur 25 ans, ce qui est quand même assez peu. Donc voilà, tout simplement, au bout de 30 ans, le panneau méritera d'être remplacé peut-être par une autre technologie. On fait des progrès en termes de fabrication de panneaux tous les trimestres. On gagne quelques dixièmes de pourcent en termes de rendement. Et donc voilà, c'est une installation qui méritera donc d'être remplacée d'elle-même à long terme. On prend peut-être la dernière qui nous demande si les soirs de pleine lune, les installations produisent. Alors je me suis posé la question et non, 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 ça ne produit pas. Même une très belle pleine lune ne permet pas de produire. C'est pas suffisant. Ok, très bien. Bah, merci à vous tous pour vos questions. Je vous propose de passer au petit sondage qui est affiché à l'écran, voilà, qui va nous permettre aussi de savoir quelle est la maturité de vos réflexions sur le photovoltaïque. Donc, est-ce que vous avez un projet d'installation sur une toiture, au sol, sur une friche, en ombrière? Si vous ne vous êtes pas encore posé la question, et c'est bien d'être là aujourd'hui, ou si vous êtes encore un petit peu réticent à la technologie. Voilà, donc là, vous avez plusieurs possibilités. Je vous laisse prendre le temps de cocher celle qui vous intéresse et on regardera les résultats dans quelques secondes. Alors, Voilà. pour les trois participants qui nous ont rejoints en cours, sachez qu'il y aura donc un replay hein, si vous avez raté le début.
Vous aurez l'occasion de voir peut-être les 10 premières minutes. Voilà, donc on voit que il y a quand même une grosse moitié, on va dire, des participants qui n'ont pas encore forcément de projet, donc qui viennent, je pense, chercher de l'information et c'est tant mieux. Et quasi l'autre moitié qui a un projet, ou peut-être déjà une installation sur un bâtiment public. OK, et donc on a voilà, quelques petits pourcentages sur des installations, soit en ombrière de parking, soit voilà, au sol, donc là des projets d'une autre ampleur, qui pourront peut-être faire l'objet d'un autre webinaire, mais qu'on ne va pas étudier ce matin. OK. Très bien. Bah, écoutez, on vous propose de commencer la seconde partie sur l'accompagnement du SDEC Énergie. Donc voilà, l'objectif aussi du webinaire, c'est de vous montrer comment on peut vous accompagner dans votre réflexion et dans vos projets. Donc on a repris, on va dire, les différentes étapes de l'accompagnement d'un projet. Ça, c'est la slide suivante, Jérémy. Voilà. Donc, on va reprendre les grandes étapes. On commence par l'identification du potentiel. On peut se poser la question légitimement au départ, comment je sais si mon bâtiment voilà, peut accueillir une installation. Après, sur la faisabilité du projet, la faisabilité technique et la faisabilité financière. Après, le choix du portage, on l'a vu, on se pose la question si je le fais seul ou accompagné. Et puis après, il y a toute la phase travaux. Il y a même une petite phase qui n'est pas forcément présente ici, mais qui est l'exploitation de l'installation, qui ensuite voilà, va prendre le pas sur les 20 années qui suivront le développement du projet, puisqu'il faut garantir, je dirais, une certaine qualité de l'installation si on veut qu'elle maintienne un rendement intéressant et qu'elle produise correctement chaque année. Alors, sur la partie identification du potentiel, on va prendre quelques minutes. On a un outil qui a été développé par le SDEC et la totalité des communautés de communes du département du Calvados. Donc, c'est un projet qui, par ce côté fédérateur, est exemplaire, qu'on appelle Soleil 14, qui est un cadastre solaire. Un cadastre qui a la particularité d'être accessible à tous. C'est-à-dire que vous soyez entreprise, collectivité, particulier, agriculteur, etc., vous pouvez vous connecter, vous pouvez y accéder gratuitement. Et le principe, en fait, c'est d'avoir un cadastre classique avec une couche d'irradiation, de l'ensoleillement, et qui permet de simuler, on va dire, une installation sur la toiture du bâtiment. Donc vous y retrouverez, vous allez voir la surface optimale, la production, la puissance de l'installation, une simulation en choix, soit je vends la totalité de ma production, soit je l'autoconsomme, et puis une simulation financière aussi pour voir, on va dire, quel est le coût du projet et sa faisabilité. Donc, Jérémy, est-ce que tu peux me donner la main pour voilà. partager? Ok, merci. Donc, je vais vous partager l'écran. Est-ce que c'est bon? On voit? Oui. Voilà. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré Soleil 14. Voilà, vous trouverez assez facilement le site qui est bien référencé. Vous arrivez sur cette page d'accueil et vous avez la possibilité, très rapidement, de faire une simulation. Donc, en cliquant sur la simulation, vous avez accès au cadastre. Voilà. Avec un système d'adressage, vous pouvez retrouver assez facilement un endroit. Donc, tout à l'heure, on vous a montré l'église de Brémois. Donc, je vais éventuellement reprendre ça pour vous montrer. Donc là, vous tapez voilà, l'endroit, vous zoomez. Vous allez chercher le bâtiment qui vous intéresse. Tout à l'heure, on était par exemple sur l'église. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, on vous met sous forme de synthèse, quelle est la surface éventuellement optimale, on va dire, de panneaux qui peuvent être installés sur la toiture, quels sont les gains qui vont être générés sur la période du contrat d'achat, qui est de 20 ans, et puis vous avez quelques informations en termes de production, de puissance nominale, ou encore d'économie de CO2. Ça, c'est un premier niveau d'information que vous pouvez détailler. Vous avez ici la possibilité de cliquer sur « Détail ». Et là, vous pouvez jouer un petit peu avec les modules,
C'est-à-dire que là, vous avez un coût d'installation qui est peut-être, on va dire, supérieur à votre budget. Donc, vous pouvez éventuellement vous dire, bah, ça, c'est optimal, mais moi, je ne peux pas mettre autant, je vais réduire. Et vous voyez qu'en réduisant la surface des panneaux, ici, vous allez réduire le revenu forcément qui va être généré par la vente d'électricité, mais vous allez aussi réduire, on va dire, le coût de l'installation. Et vous allez pouvoir comme ça voir jusqu'à où ça reste encore intéressant en termes de gains si le volet financier est pour vous primordial. Vous avez la possibilité de faire cette simulation en vente totale. Donc, je revends la totalité de ma production, comme vous expliquait Jérémy tout à l'heure, en autoconsommation. Donc là, on va vous demander un petit peu plus d'informations. Est-ce que vous avez un chauffage électrique, un chauffage, un chauffe-eau, un chauffage? Bon, alors pour les particuliers, éventuellement une piscine, etc. Et on a même un module sur le solaire thermique, si vous voulez voilà, produire de l'eau chaude sanitaire avec un ballon électrique. Donc ça vous donne une information sur le dimensionnement, on va dire, et sur la faisabilité technique de votre installation. Ensuite, vous avez le volet financier qui vous est aussi proposé, sans emprunt ou avec emprunt. Donc là, vous avez le coût de l'installation, l'investissement initial qui vous est demandé, les gains que ça va générer, le temps de retour sur investissement et le taux de rentabilité. Vous pouvez faire le choix éventuellement d'emprunter. Là, vous pouvez modifier le taux d'emprunt si vous voulez les 50% de l'installation. Le taux d'emprunt peut être aussi ajusté et la durée d'emprunt. Ce qui vous permet d'avoir une simulation financière intéressante et de voir assez rapidement si voilà, le côté financier est pertinent et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le projet. Dans le cas où vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus, on met à votre disposition un réseau de partenaires qui, en fonction, on va dire, de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, répondra à vos questions et vous accompagnera. Donc, si vous êtes un particulier, une petite entreprise, on va vous envoyer vers Biomasse, qui est l'espace info-énergie sur le département du Calvados, et donc qui pourra vous accompagner et répondre à vos questions. Si vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés ou une collectivité, alors vous ferez appel au SDEC Énergie avec une petite particularité pour les communes qui sont sur le territoire de Camp-la-Mer. Camp-la-Mer a un service dédié qui vous répondra directement, mais vous pouvez passer par le SDEC, on vous redirigera, il n'y a aucun souci. Et pour les agriculteurs, vous avez la Chambre d'agriculture qui est aussi un partenaire de premier plan sur le projet et qui peut répondre aux questions des agriculteurs avant de leur proposer un accompagnement plus approfondi. Voilà, donc vous avez à disposition cet outil qui est une première approche et qui va vous permettre déjà de voir assez facilement si vous pouvez envisager techniquement et financièrement une installation sur votre patrimoine. Je vais arrêter le partage d'écran pour reprendre le fil du diaporama et laisser la parole à Jérémy pour la partie faisabilité technique où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Une fois que vous avez éventuellement utilisé l'outil et que vous nous appelez pour avoir, on va dire, un petit peu plus de précision sur la faisabilité de votre projet. Voilà, donc la première étape, effectivement, c'est le gisement. Est-ce que le bâtiment s'y prête bien? La deuxième étape, c'est si vous êtes une collectivité, en tout cas, c'est de faire appel au SDEC Énergie si vous voulez creuser le projet et en savoir un petit peu plus sur la possibilité technique et financière dans un deuxième temps. Donc nous, on réalise une note d'opportunité, on se déplace sur site, on discute de votre projet. C'est l'occasion pour nous de récupérer quelques renseignements. Est-ce que la toiture, par exemple, est amiantée? Est-ce qu'il y a besoin d'isoler le bâtiment? L'installation photovoltaïque, combien va-t-elle comprendre de panneaux? Sa surface? Ici, vous avez la production de chaque mois pour éventuellement étudier ça sous l'angle autoconsommation. La production totale, donc on a vu tout à l'heure que 1 kW crête, s'il est bien installé, normalement, il devrait produire 1000 kWh par an dans le Calvados. Donc, tout simplement, ça nous permet de dresser le modèle économique sur 20 ans, un tarif d'achat dédié et de voir si finalement les recettes sont supérieures aux dépenses.
Donc ça, on le verra dans le volet économique. Si on reste dans le technique, donc c'est ces informations-là qu'on recueille sur place, la station de météo de référence, la présence ou non d'amiante et la taille de l'installation, sans oublier sa configuration, plein sud et son inclinaison par rapport à l'horizontale. Est-ce qu'il y a de la place pour le local onduleur? Est-ce qu'il sera plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment? Alors l'idée, c'est de répondre à toutes ces questions, hein. Où, quoi, comment, combien et sous quelles conditions. Donc on a parlé du tarif de rachat. Ce tarif de rachat, il peut baisser tous les trimestres, de l'ordre de 5%. Donc c'est important d'être réactif après pour prendre sa décision. On voit aussi que techniquement, un panneau, c'est assez standard, hein, qu'il soit fabriqué en Allemagne, en France. Il va faire en général 1,66 m de haut pour 1 mètre de large. Et sa puissance, en revanche, elle va s'améliorer de trimestre en trimestre. Actuellement, on a des panneaux qui peuvent avoir 290 à 320 watts crête. Alors, je vais laisser la parole à Alban pour la partie économique. Voilà, merci Jérémy. Alors sur la faisabilité économique, donc la note d'opportunité que le syndicat va vous proposer, en fait, elle va étudier deux possibilités. Donc le portage par le syndicat, Jérémy vous présentera après les modalités, ou le portage par la collectivité. Donc si on est sur le premier cas, qui est l'option, on va dire, portage ici, qui vous est présenté, le portage SDEC, donc vous avez les coûts d'investissement qui sont repris du projet. Vous retrouvez à côté les coûts de fonctionnement que je vais vous détailler après, mais qui concernent voilà, le TURP, les frais de supervision, de maintenance, etc. Et donc, vous avez un total. Donc là, on raisonne en fait en termes de coût global sur la durée qui est liée au contrat de rachat en fait. Donc de 20 ans, sachant qu'après, l'installation elle continuera de produire avec un rendement intéressant. Mais pour calculer le modèle économique, on s'arrête aux 20 ans. Voilà, donc là, on a par exemple un projet qui, sur 20 ans, coûte à peu près 90 000 euros. À côté de ça, on met en parallèle les recettes. Donc, vous avez ici les recettes qui sont générées par la vente d'électricité, qui avoisinent les 80 000 euros. Les recettes d'éventuels partenaires financiers. Donc là, on a la chance d'avoir encore des subventions de la région. Donc, on récupère un petit plus avec ces 2 700 euros. Et donc, comme c'est le syndicat là, qui porte le projet, dans les recettes, on va intégrer la contribution de la collectivité aux charges d'exploitation, puisqu'elle aura un forfait de maintenance à payer, comme ça se fait aujourd'hui pour l'éclairage public, pour lui garantir, on va dire, le maintien en bon état de son installation, sa maintenance préventive et curative. Donc, on arrive à un niveau de recette qui approche les 100 000 euros pour un coût de 90 000 euros. Et donc, vous voyez que le syndicat génère, on va dire, un bénéfice qui est de 9 600 euros pour une installation comme celle-là. Et on va partager une partie des bénéfices. Je vais vous le montrer juste après, mais on a, on va dire, un seuil de rentabilité à atteindre, au-delà duquel le syndicat fait le choix de reverser 50% des bénéfices supplémentaires à la collectivité. Donc, vous voyez que pour la collectivité, c'est la colonne de droite. L'installation lui coûte combien au final? Ça lui coûte sa participation aux charges d'exploitation, donc 18 000 euros sur 20 ans, c'est-à-dire à peu près moins de 1 000 euros à l'année, 900 euros. Et puis à cela, on va venir défalquer le partage des bénéfices, les 2 000 euros. Donc l'installation sur 20 ans lui coûte un peu plus de 15 000 euros. Ça, c'est le portage SDEC. Donc quand on regarde ce que ça veut dire, le portage SDEC, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça sous-entend que toute la partie maîtrise d'ouvrage est assumée, on va dire, par le syndicat. Donc, c'est lui qui investit, c'est lui qui s'occupe du lancement des marchés, d'études, de travaux, qui gère la partie assurance, maintenance, qui s'occupe de toute la partie administrative en phase de développement, donc des raccordements avec Enedis, des contrats de rachat avec EDF. Et donc, ça sous-entend pour la collectivité qu'il n'y a pas besoin de notamment procéder à l'emprunt ou encore d'avoir la compétence, l'ingénierie en interne. J'évoquais aussi tout à l'heure sur la slide suivante la partie partage, on va dire, des bénéfices. Donc, effectivement, le syndicat intervient dans le développement des projets par le biais d'une régie. Donc, on est sur, pour nous, une activité qui est un service public industriel et commercial, un SPIC, donc qui est soumis à certaines règles, notamment d'équilibre budgétaire,
d'imposition aux bénéfices, etc. Et donc, on a l'obligation, pour faire perdurer cette activité, de générer un minimum, on va dire, de rentabilité dans les projets que l'on va porter. Donc, les élus du syndicat ont fixé en fait des planchers de rentabilité minimum en fonction du type d'installation. Vous voyez, pour les petites installations jusqu'à 36 kVA, on est à 5 000 euros de bénéfices, 5 000 euros sur 20 ans. Hein, donc, ça veut dire en gros un gain de 250 euros par an. Et si on est sur des plus grosses installations supérieures à 36 kVA, on est à des bénéfices de 10 000 euros, ce qui correspond à un gain de 500 euros par an pour le syndicat. Si les gains générés sont supérieurs à ces planchers, à ces plafonds en fait, on va partager le reste à 50-50 avec la collectivité. On a évoqué tout à l'heure le portage collectivité. Donc, vous le voyez ici, il est de façon simplifiée présenté. Vous avez des coûts d'investissement alors, qui peuvent être un petit peu plus importants puisque la collectivité devra faire appel à un bureau d'études. Donc, voilà, on a un léger surcoût, mais les frais de fonctionnement sont les mêmes. Donc, vous avez des dépenses là qui, dans le projet présenté, sont à 96 000 euros. Si on enlève la vente d'électricité en termes de recettes et puis les aides de la région qu'on a évoquées tout à l'heure, vous avez un total de recettes qui est légèrement supérieur à 80 000 euros. Et donc, vous voyez que le résultat pour la collectivité, ça lui coûte à peu près 14 000 euros. Donc, ça, quand on regarde comme ça, on peut se dire, hein, tout simplement, c'est vrai que ça coûte un petit peu moins cher à la collectivité de le faire seul plutôt qu'accompagné. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut bien intégrer dans ces 20 ans de fonctionnement toute la partie exploitation qui a aussi un coût, c'est du temps même si on le fait en interne, toute la partie développement du projet en amont qui est importante, hein. On évoquait la rédaction des marchés, le lancement des marchés, le suivi des travaux, ou encore le coût de l'emprunt si vous avez besoin d'emprunter pour porter l'installation. Voilà, donc après la collectivité, elle a ces deux comment dire, possibilités et elle fera son choix en connaissance de cause. On a évoqué les aides mobilisables très rapidement. Aujourd'hui, elles sont peu nombreuses. On a les aides de la région et qui sont limitées en fonction, on va dire, de votre territoire, si vous êtes ou non labellisé, soit territoire en transition énergétique, territoire durable 2030 ou territoire 100% ENR. Voilà, donc vous pouvez obtenir un petit bonus, c'est toujours intéressant si vous y avez le droit. Et sur les postes de dépenses, on évoquait tout à l'heure les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est quoi? C'est les taxes d'utilisation du réseau public d'électricité, puisque quand vous êtes en vente totale, vous allez utiliser le réseau, donc vous avez le TURP, ce qu'on appelle le TURP à payer chaque année. Donc ça, vous n'y couperez pas. Vous avez les charges d'exploitation et de maintenance courantes, hein. Vous pouvez avoir quelques pannes. Vous avez les contrôles annuels, vérifier, on va dire, l'installation électrique, hein, pour éviter éventuellement des départs d'incendie. Donc, on vérifie les serrages de câbles. On provisionne aussi le remplacement des onduleurs qui ont une durée de vie qui est inférieure à la durée de vie de l'installation. Donc, voilà, au bout d'une quinzaine d'années, il faudra remplacer les onduleurs. Donc, ça se provisionne aussi. Les frais d'assurance, hein, j'ai vu qu'il y avait une petite question. Qu'est-ce qui se passe en cas de casse? Si vous êtes assuré, il n'y a pas de souci. Donc, il faut aussi assurer l'installation. Et puis, les frais de supervision sont importants puisque l'objectif, c'est de produire. Si vous avez une panne sur un panneau et que vous allez vérifier, on va dire, votre compteur en injection une fois tous les 6 mois, vous pouvez potentiellement perdre une part importante de votre production d'électricité. En ayant un outil de supervision, vous êtes quasiment assuré en instantané ou on va dire éventuellement avec une journée de retard d'être informé des dysfonctionnements sur votre installation et donc d'être très réactif et d'agir au plus vite pour faire les réparations. Voilà, donc peut-être juste en guise de conclusion sur ce volet, on va dire, financier, pour les installations qui sont sur des toitures, on va dire, de taille modeste, vous voyez qu'on est sur des temps de retour sur investissement qui sont assez longs, qui sont de l'ordre de 17-18 ans ici. On peut trouver éventuellement des temps de retour un peu inférieurs, mais voilà, très clairement, on ne spécule pas quand on investit dans le photovoltaïque, on investit pour l'avenir. Et il faut le savoir, mais ça reste intéressant de toute façon, même en termes de politique de transition énergétique pour une collectivité. Alors, maintenant que ces deux étapes sont faites, cerner le gisement, voir l'opportunité technique et économique,
L'idée après, c'est de vous présenter cette note pour savoir si oui ou non vous voulez poursuivre le projet. Et si oui, vous voulez le poursuivre, est-ce que vous voulez le faire avec le syndicat? Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on fonctionne par transfert de compétences. Pour pouvoir le faire sur un bâtiment qui vous appartient, il suffit de nous transférer la compétence énergie renouvelable que toutes les communes ont dans leur statut. Et pour les EPCI, par exemple, ça nécessite peut-être de revoir les statuts pour intégrer au préalable cette compétence avant de la transférer à notre syndicat. La quatrième étape, c'est tout simplement la phase travaux. Donc, on planifie le projet. Vu qu'on les porte sous l'égide de notre régie, on les inscrit avec un délai d'1 an. Donc là, on recherche des projets pour 2022, par exemple. On les inscrit dans un programme de travaux. On réalise toutes les démarches administratives, donc une déclaration préalable à l'urbanisme, hein, ce qui peut aller de 2 mois pour des bâtiments classés. On signe avec vous un bail sur 20 ans qui rend le SDEC Énergie propriétaire du petit pan de toiture au sud, là où on va mettre nos panneaux. Ensuite, on fait une demande de raccordement au réseau auprès d'Enedis, qui peut varier aussi en termes de délai selon la taille de l'installation, de 3 à 6 mois. Et enfin, on lance les marchés de travaux. Donc, la réalisation des travaux, elle se fait en adéquation avec vous, hein. Si, par exemple, il s'agit d'une école, on essaiera de faire les travaux pendant les vacances scolaires, par exemple. Si c'est sur une salle des fêtes, on essaiera d'attendre peut-être l'automne ou l'hiver, là où elle est moins utilisée pour ne pas gêner la location estivale, par exemple. Alors, quelques photos des réalisations qu'on a pu faire sur les 3 dernières années. Donc, vous avez par exemple un gymnase à Douve-la-Délivrande. Là, on est sur une installation de 76 kW crête. Un pôle enfance-jeunesse à Hermanville, où là, la toiture a été calpinée pour recevoir exactement et strictement les rangées de panneaux. Donc, ça a été dimensionné au plus juste, tout près de la côte. Un centre aquatique à Douve-la-Délivrande, donc sur la piscine Aquanacre, un projet de rénovation, donc sur toit incliné, mais qui ressemble à un toit terrasse, hein. Un projet neuf sur des ateliers municipaux un atelier municipal à Suble, où on a laissé, là on est sur une installation qui fait 9 kW crête, avec un petit Velux au milieu pour le puits de lumière, mais sinon une vingtaine de panneaux. Un gymnase à Sainte-Honorine-du-Fay, où le panneau remplace le bac acier, donc là il sert vraiment d'élément de couverture. Une pépinière d'entreprise aussi à Villers-Bocage, où là, on a la particularité d'être en autoconsommation individuelle. Donc là, toute l'électricité qui est produite à Villers-Bocage, elle sert pour les entreprises qui sont hébergées dans cette pépinière juste en dessous. Donc, par exemple, l'été. Et donc là, le syndicat ne récupère pas les recettes liées à la vente du courant. C'est autoconsommé sur place directement. Alors, une cartographie de nos différents projets, hein, sur ces 3 dernières années. L'idée, c'est d'investir un petit peu partout sur le territoire, que ce soit pour le compte des communes, mais pourquoi pas aussi pour les communautés de communes. Voilà, donc une répartition qu'on veut le plus équilibrée possible sur tout le territoire, avec des projets en cours, hein, vous les voyez avec des petits points, à Cambremer ou à Cuverville, ou encore à Ouilly-le-Tesson, près de Falaise. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Jean Pavie, directeur général des services de Val d'Alière, pour nous exposer son témoignage et son retour d'expérience d'un projet qui a été mis en service en novembre 2019. Oui, bonjour, oui, c'est ça. Donc, juste quelques éléments de contexte, comme c'était dit tout à l'heure. Donc, on est une commune nouvelle qui procède de la fusion de 14 communes et puis d'une communauté de communes. Voilà, qui regroupe 6 000 habitants, donc, dans le Bocage-Girois, donc un milieu très rural. Alors, je ne dis pas ça pour rien, puisqu'effectivement, à travers tout ça, notre gros problème en tant que collectivité rurale, c'est notre manque d'ingénierie. Et dès lors qu'on aborde des projets très techniques comme ça, il y a déjà un problème de méconnaissance de la part de nous, de nos élus, et nous, des capacités d'ingénierie. Donc, effectivement, on est parti sur ce projet, on est parti sur la base, c'était le souhait de rénovation du bâtiment. Un bâtiment qui était couvert en fibro-ciment amianté, donc une grosse problématique de désamiantage et puis de rénovation globale du bâtiment. Le choix qu'on a fait, effectivement, c'était il y a 3 ans, effectivement, de questionner le SDEC, puisqu'il y avait cette possibilité qui était ouverte. On a donc transféré en 2017 la compétence énergie renouvelable. Alors, pour ce projet, hein, c'est un transfert de compétences un peu à la carte. Et puis après, donc, le SDEC étant maître d'ouvrage en théorie de l'opération, on a souhaité faire une DTMO, une délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage, puisqu'en fait, on avait un projet de rénovation globale de la toiture. On a installé, en fait, on profitait en fait de l'installation en fait de la possibilité de photovoltaïque pour faire une opération, comme il dit tout à l'heure, intéressante, où on étanchait un pan qui était pris en charge en totalité par le SDEC. Et donc, financièrement, c'était intéressant de diminuer pour nous la charge globale.
Le projet global, c'est de mémoire 178 000 euros. La part, on va dire, SDEC, sous maîtrise d'ouvrage, on va dire SDEC, était de l'ordre de 90 000 euros. Qui venait nous, donc le SDEC nous a redonné cette somme-là puisqu'on était maître d'ouvrage. Et puis, on avait également, dans le cadre du contrat de territoire, 150 000 euros en fait, d'aide du département, donc 140 000 euros en tout de recettes sur une dépense de 178 000. Donc, effectivement, en amont de tout ça, donc le SDEC s'est positionné puisque nous, on avait notre architecte, on a fait les études en amont, et là, la présence du SDEC a été indispensable en fait, pour faire l'ensemble du montage. C'est ce qui est retracé en fait, à travers le PowerPoint que vous avez vu tout à l'heure. Le projet en lui-même, donc sur l'école de musique de Val-d'Alière. Donc, on est sur un bâtiment imposant, hein, très imposant même, puisqu'on est plus sur 30 mètres de long. Donc, on a pris, c'est le plan de toiture que vous voyez hein, en photo. Donc, 144 panneaux installés en toiture et 13 brises soleil. Donc, une surface totale qui approchait les 180 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Pour une puissance de 33 kW crête sur ce projet-là. Et on voit que ça effectivement est important puisque vous avez vu tout à l'heure les ratios en fait en fonction des puissances installées par rapport au prix de rachat en fait de l'électricité. Donc la mise en service, c'était la fin de l'année 2019. Et là, on a eu effectivement le premier retour de consommation sur ce qui était estimé 29 880 kW. On est à 29 558, donc une estimation qui s'avérait juste. On a quelques photos après du projet. Donc, là où on voit l'ampleur du chantier. Évidemment, le projet en lui-même, vous voyez, 90 000 euros, c'est l'ensemble de la partie photovoltaïque, mais le programme en fait était nettement alourdi en fait par le désamiantage du bâtiment. Voilà. Le bâchage, effectivement, et puis la partie désamiantage qu'on voit après. Ce qui est intéressant par rapport à tout à l'heure, donc là, on a fait le choix, nous, effectivement, on était en fibrociment avant, de redonner en fait une qualité architecturale au bâtiment, donc en couvrant en ardoise. On a dû intervenir aussi sur la charpente parce que en fait, ce bâtiment avait une charpente métallique assez fine. Effectivement, le poids en fait de l'installation des panneaux et puis le choix également de l'ardoise, on a dû procéder à un renforcement de charpente. Donc d'un côté en fait de l'ardoise et de l'autre côté en fait de photovoltaïque. Et pour revenir sur la remarque tout à l'heure qui était par rapport à ce qu'on va mettre une toiture en dessous. Donc nous effectivement on a fait le choix des panneaux qui assurent l'étanchéité. Peut-être avec une autre photo en se rapprochant on s'en rendra un peu mieux compte. On est en fait sur des tuiles on va dire photovoltaïques avec un recouvrement. Et on voit bien dans le bas de la diapo, où ici notamment, en fait, voilà, les raccords d'étanchéité qui sont faits. Donc, on est sur à la fois de l'ardoise sur le pourtour, et puis vous avez une étanchéité qui est assurée par les panneaux. Clairement, ces panneaux-là sont intéressants parce que, au niveau, sur ce type de bâtiment qui a quand même une qualité architecturale, on est sur des choses qui, esthétiquement, sont quand même largement acceptables. Et nous, ça nous intéresse à double titre parce que, comme toutes les collectivités rurales et ces communes nouvelles, on a hérité d'un parc de bâtiments assez conséquent, puisqu'on a une centaine de bâtiments, nous, publics, et on a surtout 15 églises sur le territoire, et avec des toitures qui datent donc, de l'après-guerre. Et clairement, on l'a vu avec l'église de Brémois, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Donc, on a créé effectivement un onduleur, enfin un local dédié aux onduleurs en extérieur. On a également fait le lien avec les pompiers, c'était par rapport à l'aspect sécurité, et ce qui est expliqué M. Brodin. Donc, nous, on a un centre de secours en fait, avec qui on a fait le point là-dessus, parce que l'intervention est toujours une crainte en fait, pour les élus en fait, sur ce type de projet. Donc, voilà. En complément des panneaux qui étaient installés donc, en toiture, on a installé des brises soleil. Donc, on a fait le choix de ce type de brise soleil semi-transparent, voilà, qui assurait en fait, qui rentre dans le global. Et puis, en termes d'intégration à l'environnement, voilà, on est sur quelque chose qui nous semble tout à fait convenable et qui venait, en fait, qui venait un petit peu à l'encontre des craintes en fait, des élus, puisque, comme on l'a vu, et à travers les questions, je regardais tout à l'heure aussi, le plus compliqué est déjà on a beaucoup d'a priori en fait, sur ces aspects-là. Donc, l'accompagnement du SDEC, lui, il est primordial, puisqu'il est là pour répondre à des questions vraiment techniques, à lever les a priori et à donner des assurances. C'est vrai qu'au travers des exemples qu'on a, que ce soit le nôtre ou d'autres, hein, on le voit dans le département, clairement, ce sont des projets qui nous, voilà, sur lesquels maintenant on est rassurés et sur lesquels on va, je pense,
On a d'autres projets derrière, clairement. C'est vrai que l'autoconsommation est un projet, je sais que je ne le faisais pas il y a 3 ans, pour ce type de projet. Ça, c'est un aspect qui nous intéresse beaucoup. Et vous avez vu aussi le cadastre solaire tout à l'heure. Ça, c'est un outil qui est super aussi bien pour nous, d'ailleurs pour les particuliers. Donc voilà, très globalement, très rapidement sur le projet. Quelques autres photos, je crois, qui est aussi sur le PowerPoint. Voilà, donc oui, merci Jean. Alors en fait, oui, c'est juste pour dire en fait quelques photos de l'installation en complément. 6 semaines après la mise en service, on a vérifié que le compteur Linky qui nous sert à la facturation a indiqué les bons chiffres, hein. Donc ça nous a emmené au mois de décembre 2019 pour voir ce 1500 kWh d'injecté, 6 semaines après la mise en service. Et plus récemment, donc à l'automne dernier, hein, la première visite de maintenance, 1 an après la mise en service de l'installation, donc en octobre 2020, une entreprise locale, hein, l'entreprise Avenor, est intervenue pour faire la maintenance de l'installation. Sur le projet de Val-d'Alière, c'est vrai que c'était aussi une dynamique intéressante. C'était l'utilisation des entreprises locales, parce que l'entreprise Piver qu'on a vue là vient juste à côté de Vire. Le bureau d'études était à Saint-Comté et les panneaux étaient des panneaux qui étaient produits avant à l'usine de Tourouvre dans l'Orne. Voilà, donc je ne sais pas si cela amène des questions sur le chat. On y répondra peut-être tout à l'heure. Je vais juste compléter avec quelques informations peut-être financières qui peuvent intéresser les participants. Alors, Jean a déjà évoqué les gros chiffres, hein. Un projet global de 178 000 euros pour des travaux purement photovoltaïques de l'ordre de 90 000 euros. Un raccordement qui n'était pas très coûteux, mais qui a permis aussi d'effacer les réseaux à proximité immédiate, hein, parce que ça nous a permis d'enterrer une ligne qui alimentait le bâtiment. Donc, des investissements de 91 000 euros pour ce projet. Des aides conséquentes de la part de la région, et j'en profite pour les remercier chaleureusement, parce que sans cette aide de 29 000 euros, le projet n'aurait peut-être pas pu se concrétiser. L'utilisation des fonds propres du SDEC Énergie par sa régie pour équilibrer finalement l'investissement. En termes de fonctionnement, là, ce sont des coûts qui sont estimés. Donc, on voit que ça colle, hein, par rapport aux 2 ans presque d'exploitation qu'on a maintenant sur site. Donc, des charges d'exploitation, un paiement du TURP, des assurances et des supervisions. Et en face de ça, le forfait de maintenance. Et on ventile une partie de la vente d'électricité pour équilibrer le budget de fonctionnement. Voilà, donc c'est vrai que le photovoltaïque, on ne sait pas quand ça tombe en panne, hein. Il n'y a rien qui est en mouvement, il n'y a rien qui fait du bruit. Donc, l'idée, c'est vraiment de suivre. Là, vous avez le cas, par exemple, d'une journée un peu mitigée qu'on observait à la piscine de Douvres, hein. L'idée, c'est de voir si on produit bien. Donc, vous voyez qu'on est le 31 décembre 2018. À la piscine de Douvres, c'était notre première installation en maîtrise d'ouvrage. Et donc, on voit que chaque nuage, hein, sur un pas de temps d'un quart d'heure, pénalise une belle gaussienne qu'on aurait pu observer sur une journée parfaitement ensoleillée. Donc, c'est important d'avoir ce suivi journalier pour déclencher derrière nous une entreprise de maintenance dans des délais raisonnables, hein, 48 heures pour une intervention. C'est bien de faire le point aussi chaque semaine pour voir si on n'a pas perdu la connexion Internet sur site et donc la perte de communication de l'onduleur. Ça nous permet aussi de voir les différentes, les bonnes journées ou les journées au contraire un petit peu plus grises. Donc voilà, sur un mois, par exemple le mois de décembre, là, on a produit sur cette installation une quantité significative d'électricité et ça nous permet de faire le point mensuellement pour voir si on atteint nos objectifs parce que c'est important de s'y tenir et l'équilibre économique de la régie, et on l'a vu, plutôt fragile. Donc il s'agit de ne pas perdre une journée de production, surtout en période d'été. Ah, ton micro est coupé, Alban. Alors on a une ou deux petites questions avant de conclure. Une qui concerne les bâtiments classés. On n'a pas trop parlé des ABF. Ah oui. Savoir si on pouvait imaginer du photovoltaïque sur les bâtiments classés. Voilà, alors effectivement, la déclaration préalable va permettre de consulter les ABF si besoin dans la zone classée, donc les 500 mètres, hein. Il faut savoir que la co-visibilité s'entend sous 3 critères. Est-ce que mon projet voit mon église si c'est l'église qui est classée? Est-ce que l'église voit mon projet? Ou est-ce qu'un tiers placé au milieu des deux, par exemple, peut voir les deux en même temps? Donc, en général, les ABF, il faut les consulter dès que possible, hein. Donc, nous, on le fait très tôt dans le projet. Ils peuvent être force de proposition aussi pour améliorer l'esthétique du bâtiment. On parlait tout à l'heure de notre ombrière de parking. Auparavant, avant consultation des ABF, on avait prévu de la mettre en promontoire. Et là, ils nous ont plutôt engagé à le faire dans le fil du bâtiment.
pour améliorer l'acceptabilité et l'esthétisme. Donc, pensez à les consulter le plus tôt possible et à donner un maximum de photos de l'environnement proche et lointain, sans oublier aussi le modèle de panneau qui va être retenu. Certains projets, par exemple du côté de Falaise, les ABF nous ont dit qu'il fallait plutôt un cadre full black, complètement noir, pour éviter de voir le panneau en aluminium, par exemple. Alors, on a une autre question, mais qui faisait écho à la première partie où on présentait en fait le potentiel avec l'outil Soleil 14, qui Oui. était de savoir s'il y avait des coûts de raccordement qui étaient intégrés. Donc, j'ai répondu rapidement que oui, il y avait un coût moyen. Par Mm. contre, effectivement, on n'est pas à l'abri, on va dire, de coûts beaucoup plus importants si on a un renforcement de réseau à faire. Exactement, ouais. Et on en a parlé tout à l'heure, hein, ça peut aussi profiter. On a eu un projet où on a revu le poste de transformation à la hausse, on l'a upgradé, et ça permet aussi de se projeter sur de l'urbanisme futur. Donc nous, on avait revu le poste de transformation à la hausse pour des besoins d'injection, mais il va aussi en profiter pour des besoins de soutirage à venir, si par exemple la zone d'activité est amenée à s'étendre. Ok, et puis on a une dernière question qui concerne l'outil de suivi de production donc, que tu as montré en dernier, de savoir s'il peut être mis en œuvre sur une installation existante. Alors, il faut se renseigner sur la marque de l'onduleur. Peut-être que des onduleurs du début des années 2000 ne permettaient pas la télésurveillance, mais maintenant c'est généralisé. Donc, ça dépend un peu de chacune des marques. Ça dépend essentiellement de la marque de l'onduleur. Et en général, c'est possible de le faire communiquer. Alors, c'est vrai que c'est toujours délicat d'aller derrière le compteur chaque semaine ou chaque mois pour voir si ça produit bien. Donc, normalement, ça doit pouvoir se faire, oui. Et là, je vous invite à nous adresser un mail si vous voulez qu'on vous en dise plus sur cette thématique-là. D'ailleurs, vous avez les coordonnées qui sont inscrites juste ici. Voilà, ben, on a fait à peu près le tour des questions que je vois là en ligne. Alors après, il n'est jamais trop tard, hein, si des fois vous voulez réaborder un des points qu'on a passé en revue ce matin, vous avez les contacts du service transition énergétique qui s'affichent à l'écran avec un numéro de téléphone et une adresse mail générique. Surtout, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Voilà, reprenez contact si vous avez besoin de plus d'informations. On nous demande si le diaporama sera mis à disposition. Alors, on a dit en début de réunion que le webinaire serait en replay. Je ne sais pas si on met le diaporama en même temps à disposition sur le site internet. Bah oui, si vous êtes d'accord. Oui, ouais, bah, de notre côté, il n'y a Aucun pas de problème. souci. On le mettra en PDF. Ouais. Donc, la réponse est oui. Et donc, en conclusion, on dit donc sur une église classée, c'est possible d'envisager du photovoltaïque. Alors, il faudra particulièrement être vigilant sur le matériel et l'avis des ABF, mais ça peut s'envisager, ouais. Ça peut Avec s'envisager. prudence. Voilà. Bah, écoutez, on a quasiment terminé. On vous sollicite une dernière fois avant de refermer ce webinaire. C'est un dernier petit sondage pour nous améliorer et savoir ce que vous avez passé de cette heure en notre compagnie, si les informations vous ont intéressé. Donc voilà, un petit clic pour savoir si le webinaire a répondu à vos attentes. Oui, non, ou partiellement. Et en tout cas, en vous remerciant d'avoir été aussi nombreux, puisque en ayant débordé d'un petit quart d'heure, on a encore à peu près 70 connexions, donc c'est très bien. On donne rendez-vous aussi. Alors, on Ouais. donne rendez-vous, tout à fait, Sandrine. Donc, on a un autre webinaire qui sera organisé le 16 avril à 11 h pour engager les démarches de rénovation énergétique sur les bâtiments publics avec l'aide du syndicat. Donc, on vous présentera lors de ce webinaire, avec Jérémy, encore une fois, le nouveau service en fait, d'accompagnement que le syndicat met en place pour vous accompagner dans vos démarches de rénovation énergétique. Voilà. Alors, on va voir peut-être les résultats. Donc, merci de votre enthousiasme et de votre réponse. Ça nous va droit au cœur. Merci encore à tous les participants, à Jérémy, à Jean, d'avoir pris un peu de leur temps pour répondre aux questions et présenter ce webinaire. On va vous souhaiter un bon appétit et puis en espérant vous revoir très bientôt au SDEC. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.